Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info en cette fin de semaine. C'est l'heure d'une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. Nous prendrons la direction de Londres où le prince Albert II a participé à une conférence sur la protection de l'Antarctique. Nous évoquerons le Noël des Amis du Liban en présence du parrain de l'association, Didier Deschamps. En cette période de fête, coup de projecteur sur les décorations de Noël au Monte Carlo Bay. Et enfin, nous parlerons de sport avec la conférence d'avant-match du match Bordeaux-Monaco en Ligue 1. Et notre invité du week-end sera Marcel Pietri, le directeur technique de la Fédération monégasque de judo. Et débutons ce journal par le déplacement du prince Albert II à Londres, accompagné de Bernard Fautrier et de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Le souverain est intervenu lors d'une conférence consacrée à la protection de l'Antarctique. Lionel Bernardi et Christina Thomel étaient sur place. Regardez. Les régions polaires souffrent aujourd'hui du réchauffement climatique, mais aussi de la pollution de certaines activités menées sur son territoire. Et si la fonte des glaces en Arctique continue de susciter l'inquiétude, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les régions polaires, le climat et la biodiversité sont bien réelles. C'est pourquoi des conférences sont quotidiennement données à travers la planète afin d'alerter l'opinion publique des dangers qui pèsent sur le continent blanc. Un enjeu essentiel pour les experts mondiaux, les scientifiques, mais aussi pour le prince souverain qui était invité à la conférence Protecting Antarctica à Portcullis, un édifice situé à 2 pas de Big Ben à Londres. Je crois que c'est très important qu'il y ait ce genre de forum, ce genre de colloque, surtout dans des enceintes comme celle-ci, comme ces salles de commission du Parlement britannique. Je pense qu'il y avait aussi non seulement des parlementaires, mais des scientifiques, des décideurs économiques, des autres personnalités du monde diplomatique ou du gouvernement. Donc je pense que c'est important de faire passer le message à plein d'entités différentes qui peuvent être amenées à influer aussi sur certaines décisions qui concernent la bonne gouvernance, non seulement de la région antarctique, des 2 régions polaires, mais aussi dans d'autres pays ou aussi en ce qui concerne les océans. Et donc je pense qu'il est toujours très important d'informer, de faire passer des messages, je pense que tout le monde était convaincu dans cette salle de l'importance du sujet, mais je pense que c'est tout aussi important d'avoir des personnes de différents horizons qui sont là aussi, je l'espère, pour aider dans le processus d'une meilleure protection des régions polaires et donc d'une meilleure protection de notre planète. Très engagé lors de cette conférence, le prince Albert II est intervenu pour parler de son expérience et de ses expéditions dans les régions polaires. Le souverain est revenu sur sa première expédition en Arctique en 2005, puis lorsqu'il est devenu le seul chef d'État au monde à fouler le pôle Nord et le pôle Sud en 2006 et 2009. Aux côtés du souverain, Alan Duncan, le ministre d'État pour le développement international en Grande-Bretagne, et un autre explorateur, Ben Fogel, célèbre pour avoir traversé à pied l'Antarctique. Tous réunis autour de la même question, comment préserver l'Antarctique pour les générations futures ? À la suite de cette conférence, un mémorandum d'accord a été signé entre la Fondation Prince Albert II et l'Université de Cambridge. Le prince est une voix reconnue mondialement et certainement particulièrement en Grande-Bretagne sur tous les problèmes d'environnement. La fondation et la branche anglaise en particulier coopèrent avec de nombreuses universités. Aujourd'hui, nous signons avec Cambridge, mais nous avons aussi des accords avec Édimbourg, Plymouth, Oxford, ce qui prouve et qui est une grande reconnaissance des connaissances scientifiques de la fondation. C'est un mémorandum d'accord, un mémorandum cadre qui nous permet d'initier un certain nombre de relations
avec Cambridge Conservation Initiative. Ça porte bien entendu sur la préservation de la biodiversité, qui est une des thématiques principales de l'action de la Fondation, puisque pratiquement près de 50% des projets que nous avons, ce sont des projets dans le domaine de la biodiversité. Cambridge a un leadership, comme l'on dit ici, important de ce point de vue, donc on est très heureux de ce partenariat. C'est la première étape d'un partenariat qui va ensuite se décliner par un soutien à un certain nombre de projets communs. Et nous avons déjà un petit peu évoqué des pistes pour pouvoir mettre en œuvre des soutiens à des projets précis, notamment en ce qui concerne la création d'un fonds destiné à alimenter de petits projets pour la préservation de la biodiversité, car souvent il s'agit de mettre en œuvre des moyens qui sont des moyens de peu de volume, de peu d'importance financière et qui peuvent avoir des résultats très concrets. Donc tout cela, nous le ferons à partir de 2017. Et concernant l'Antarctique, en 2017, un projet d'envergure verra lui aussi le jour en mer de Ross au mois de décembre. En effet, la communauté internationale a trouvé un consensus pour créer le plus grand sanctuaire marin de la planète dans les eaux froides de l'océan austral. Il couvrira quelque 1,5 million de kilomètres carrés, soit l'équivalent en surface de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie réunies. L'océan Antarctique représente 15% de la surface des océans et abrite des écosystèmes exceptionnels, riches de plus de 10 000 espèces uniques, en bonne partie préservées des activités humaines, mais menacées par le développement de la pêche et de la navigation. Les sanctuaires marins sont donc vitaux pour protéger la biodiversité et reconstituer les stocks de poissons. Et ouvrons une grande page fête de Noël à présent. Mercredi, les Amis du Liban à Monaco organisaient le Noël de l'association à l'auditorium Régnier 3 en présence d'une quarantaine d'enfants et du parrain de l'association, Didier Deschamps. Depuis 2002, l'association Les Amis du Liban à Monaco œuvre dans le monde entier et plus particulièrement au pays du Cèdre en faveur des enfants et des personnes les plus démunies, les plus touchées par la pauvreté. Grâce à la générosité des donateurs, les projets et actions se multiplient au fil des années. Environnement, éducation, santé. À ce jour, l'association a permis d'améliorer le quotidien de milliers de personnes. Depuis quelques années, les Amis du Liban organisent en principauté le Noël de l'association. Une quarantaine d'enfants étaient présents à l'auditorium Régnier 3 mercredi. Au départ, en 2008, on a commencé à distribuer les cadeaux au Liban. À partir de Monaco, une équipe de tous nos membres qui ne sont pas libanaises, puisqu'ils s'appellent les Amis du Liban. En partant au Liban, on distribue les cadeaux au Liban. Donc en 2010, j'ai eu sincèrement l'idée, parce que j'ai aimé beaucoup l'idée de mélanger les enfants de Monaco avec les enfants qui sont moins les moyens, à travers la municipalité de Beau-Soleil, de Nice. Nous avons, il y a 3 ans, amené des enfants d'un orphelinat de l'Italie aussi, à travers une amie qui est donateur là-bas. Donc j'ai eu cette idée d'organiser une fête de Noël et que c'était vraiment très poussé par notre parrain Didier Deschamps, qui a beaucoup soutenu l'idée et il attend chaque année être avec nous pour cet événement. Pour ce Noël des Amis du Liban, la star n'était pas le Père Noël, mais Didier Deschamps. Présent au tout début de l'aventure, le sélectionneur de l'équipe de France et le parrain de l'association. Il avait fait le déplacement, tout comme les partenaires et donateurs. Et les enfants, c'est la plus belle chose qui soit, donc voilà, qu'on peut les aider un petit peu, surtout en cette période de fin d'année avec les fêtes de Noël. Donc c'est vrai que je suis parrain de l'association Les Amis du Liban, avec Boubou, la présidente que je connais très bien depuis de longues années. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là pour les enfants. Je connais Boubou pour les intimes depuis des années. Et puis je trouve que c'est une très belle cause qu'elle défend. Le Liban est déjà un pays dans lequel on a été très investi pour un certain nombre d'autres causes. Donc il était tout normal d'officialiser cette année un peu plus cette amitié et puis ce respect. Didier Deschamps a signé des t-shirts et maillots de l'équipe de France de football. Un photographe et un magicien ont participé à la fête. Ce Noël des Amis du Liban était aussi l'occasion de rendre hommage au jeune Renaud, soutenu par l'association et décédé vendredi dernier. La traditionnelle vente de sapins de Noël au profit d'Action Innocence aura lieu le 14 décembre prochain. À cette occasion, Sandrine Nègre a pu rencontrer la présidente de l'association pour évoquer ce rendez-vous et rappeler les missions d'Action Innocence.
Action Innocence, c'est une association qui est connue, mais qui n'est pas très bruyante, disons. Mais ce qui ne veut pas dire que nous ne faisons rien, et pas seulement des arbres de Noël une fois par an d'ailleurs, ce que peuvent penser certaines personnes, mais nous intervenons dans les écoles avec des psychologues. Le but étant une action de prévention contre les dangers d'Internet pour les jeunes. Donc avec tous les développements des nouvelles technologies. Ça fait 12 ans que nous existons et nous sommes en étroite collaboration avec l'Éducation nationale, d'ailleurs qui a toujours soutenu notre action. Et nous essayons justement de faire voir aux enfants, aux jeunes en tout cas, des fois de plus en plus jeunes d'ailleurs, puisque maintenant les petits-enfants même surfent sur Internet. Mais donc nous essayons de leur faire voir les dangers, non pas de leur dire de ne pas utiliser Internet, mais de l'utiliser en faisant attention, en sachant quels pièges sont derrière certaines choses qui paraissent inoffensives. Et cette soirée, j'imagine, vous permet de récolter des fonds afin de faire fonctionner finalement l'association et pour assurer dans toutes les missions dont vous parlez. Absolument, parce que nous avons 3 psychologues, plus une chargée de communication qui est vraiment le pivot de l'association et qui est sur le terrain. Et donc nous n'avons pas de subvention autre. Et donc cette soirée est pour nous très importante puisqu'elle nous permet de vivre toute l'année et de pouvoir assurer nos actions. Alors justement, cette soirée, elle approche. Comment va-t-elle se dérouler cette année ? C'est une tradition, donc on ne va pas trop innover. On garde le noyau dur qui est un beau petit moment de convivialité avec les gens qui nous sont fidèles depuis 12 ans. Donc la date c'est le 14 décembre à 6h30, début de la vente aux enchères à 6h45 précise. Et donc cette année nous avons 32 arbres qui seront décorés comme d'habitude des boutiques de Monaco, des maisons de prestige et beaucoup de fidèles mais quelques nouveautés aussi. Alors là, nous nous trouvons à proximité de l'hôtel où se déroulera la vente. En effet, donc cette année, de nouveau, on retourne dans le lieu traditionnel, le lobby de l'hôtel de Paris. Il va y avoir une petite animation musicale par une chorale d'une vingtaine d'élèves de l'École internationale de Monaco. Et donc un petit vin chaud et quelques biscuits. Et la vente commence sous le marteau de Lionel Gosset et l'étude d'Escobarquet. Et une équipe de Monaco Info suivra cette vente pour vous. Reportage à suivre le 15 décembre. Monaco retrouve donc son visage de fête en ce mois de décembre avec la mise en lumière des principaux sites, le village de Noël ou encore les initiatives individuelles ou collectives prises par l'hôtellerie. Bel exemple avec le Monte Carlo Bay qui a été transformé en station de sport d'hiver. Dominique Poulain. Le mois le plus festif de l'année est de retour au Monte Carlo Bay. L'hôtel a revêtu ses habits d'hiver et pris des éclats de fête pour entrer de plain-pied dans les fêtes de fin d'année. À l'intérieur, l'argent, le rouge et le blanc mettent en couleur la réception et les principaux lieux de passage. Chaque année, il y a un fil rouge qui est imaginé. En 2016, c'est Monte Carlo, station de sport d'hiver qui est retenu. Tout le décor de la terrasse de l'Orange Verte est donc transformé. Forêt de sapins enneigés, rennes, igloos, pingouins et ours. Le tout illuminé en blanc et bleuté. L'objectif est d'attirer une clientèle internationale, mais aussi de proximité, qui n'a pas toujours le réflexe de profiter de l'établissement. On veut surprendre et enchanter nos clients. Cette année, le thème qui avait été arrêté au niveau du groupe, c'était la montagne. Et on a essayé de transformer le Monte Carlo Bay en vrai lieu de montagne. J'ai eu la chance de diriger des hôtels à la montagne. Donc il y a peut-être une facilité et par rapport à ma jeunesse, de retranscrire ce qu'on faisait à la montagne, de le retranscrire ici en principauté. Pour créer l'ambiance d'une station de ski éphémère, chic et branchée, les flocons ne manquent pas à l'appel. Un canon à neige est installé, ainsi qu'une télécabine. Des chalets en bois sont aussi de la partie, des chalets propices aux soirées et dégustations entre amis ou en famille. Barbe à papa, chocolat chaud, vin chaud, gaufres et crêpes. Des réjouissances qui n'ont pas leur pareil pour réchauffer l'hiver dans un décor féerique qui ne laisse pas insensibles les clients de l'hôtel et les gens de passage. Toutes les équipes ont joué le jeu et vous en avez devant vous. Ce qui a été surprenant, c'est que nos clients, que ce soit nos clients abonnés, nos clients extérieurs, nos clients hébergés,
Ils me disent on est en principauté et quand on vient sur votre terrasse de l'Orange Verte, on a l'impression de se retrouver en pleine station de ski, quoi. Un peu plus bas, sur la terrasse du restaurant Las Brisas, une patinoire de 55 mètres carrés est aménagée. Et c'est notre cadreuse, Alexandra, qui tente de briser la glace sous le regard non pas amusé, mais admiratif de quelques photographes. Et dans le reste de l'actualité, en bref. Le Kiwanis Club de Monaco organise les 8, 9 et 10 décembre sa traditionnelle vente de brioches de Noël à la galerie commerciale de Fontvieille. De nombreuses personnes sont venues participer à cette vente au profit des enfants défavorisés. En bref, toujours le Zonta Club Monaco organisé mercredi à l'Automobile Club de Monaco, une soirée au profit de l'association Écoute Cancer et Réconfort, avec notamment la vente d'œuvres de l'artiste Barbara Silari. Passons au sport et au football. 17e journée de Ligue 1. Monaco se déplace sur la pelouse de Bordeaux samedi à 17 h. Je vous propose de découvrir les enjeux de la rencontre. Sur les 20 derniers matchs entre Bordeaux et Monaco en Ligue 1, les Monégasques n'en ont remporté que 2 pour 7 matchs nuls et 11 défaites. Comprenez, les Girondins sont la véritable bête noire de l'ASM. Invaincus en déplacement depuis 3 rencontres, les coéquipiers de Valère Germain auront la volonté de vaincre le signe indien et de remporter les 3 points à l'occasion de cette 17e journée de Ligue 1. Monaco toujours a beaucoup de difficultés avec Bordeaux. Ils ont besoin de préparer bien ce match parce que je crois que Bordeaux c'est toujours un adversaire costaud avec beaucoup de joueurs d'expérience et de qualité. Et toutes les années, Bordeaux c'est un peu la bête noire de Monaco. Pour ça, on va faire tout le possible pour changer ça. Chaque fois, Bordeaux, Monaco a du mal. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer de faire un meilleur match qu'on en a fait les 2 dernières saisons pour essayer de s'imposer et de continuer notre bonhomme de chemin. Après 16 journées, le championnat est serré en haut de tableau, 2e à 3 points du leader niçois. L'ASM a une nouvelle fois l'occasion, en cas de victoire, de récupérer provisoirement le fauteuil de leader avant le choc entre le PSG et Nice au Parc des Princes dimanche soir. L'objectif sera nous de prendre les 3 points sans forcément regarder ce qui se passe ailleurs, mais on va le regarder quand même avec attention ce match de Paris-Nice, mais on n'est qu'à même pas la moitié du championnat, donc c'est sûr qu'on aimerait prendre des points sur les 2 équipes, mais il y a encore beaucoup de chemin. C'est sûr, nous sommes première mi-temps de championnat. On continue à parler que le championnat c'est plus équilibré de les 2 dernières années parce que Monaco c'est meilleur, Nice c'est meilleur. Lyon toujours c'est une grosse équipe. Et pour ça je continue à parler qu'il va y avoir de compétitivité. C'était presque de la fin du championnat. Légèrement touchés ces derniers jours, Daniel Subasic et Kylian Mbappé ont repris l'entraînement et devraient être disponibles pour ce déplacement à Bordeaux. Et c'est l'heure à présent de retrouver notre invité du week-end. Nous prenons la direction du Stade Louis II et du Dojo de Monaco pour évoquer le 23e tournoi international de judo de Monaco, trophée Gérard Bertrand. Marcel Pietri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes le directeur technique de la Fédération monégasque de judo, l'un des entraîneurs aussi du Judo Club de Monaco, et il va y avoir un grand événement judo dimanche en Principauté, le 23e tournoi international de Monaco, trophée Gérard Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous le présenter finalement ce tournoi un petit peu, quelles vont être les têtes d'affiche et les judokas présents? Bon, déjà, je veux rendre un hommage à mon président Gérard Bertrand, qui a disparu il y a 1 an et demi, il y a 2 ans maintenant. Donc c'est lui qui a eu l'idée de créer ce tournoi. À l'époque, quand je suis arrivé, moi, à la même époque, je suis arrivé en même temps que lui au club, sous la présidence du docteur Louis Orekia. Et donc il a eu cette idée, il dit, il faut qu'on fasse un événement. Et cet événement, je suis fier parce que je pensais que ce serait dur à organiser. On est hors circuit international et il perdure de façon efficace et on est vraiment très reconnu au niveau international. Quelles sont les équipes un peu qui vont être présentes, les nationalités et les clubs? Alors là, cette année, on fait quand même il y a un beau plateau, puisqu'on a les Russes. Les Russes, chaque année, nous emmènent une équipe vraiment de très haut niveau et chaque année, ils gagnent. Jusqu'à présent, ils ont gagné chaque année.
Ensuite, il y a les Géorgiens qui nous ont mis une équipe de jeunes. À savoir que le judo géorgien, c'est un des 3 meilleurs judo au monde. Donc, avec des jeunes, je pense que ce sera une très bonne équipe. On a les Liberty Club de Roumanie, des Roumains. On a tous les champions nationaux portugais et le championnat du Portugal. Les 7 champions nationaux viennent à Monaco participer. Donc, on a aussi les Portugais, une équipe italienne. Donc, et logiquement, si c'est confirmé, mais je pense que c'est confirmé, on a aussi l'équipe nationale arménienne. Donc ça fait un beau plateau et les équipes de première division française. Le format de la compétition, on le rappelle, c'est du par équipe, c'est ça? Expliquez-nous comment ça se passe. C'est un format qui, on est les seuls à le faire, ce format-là. C'est-à-dire que normalement les championnats officiels sont en 5 catégories et nous on a fait 7 catégories. On a pris les 7 catégories individuelles et on en a fait un championnat par équipe. Ce que personne n'avait fait jusqu'à présent. Et on est les seuls à avoir lancé cette formule-là il y a 3 ans et ça plaît beaucoup. Ça veut dire que chaque combattant de chaque catégorie, de chaque équipe se rencontre et après ça donne des points. Voilà, donc il y a 7 catégories, de moins de 60 kg à plus de 200 kg. Donc 7 catégories et tout le monde se rencontre et on compte les points. Du fait qu'il y a 7 rencontres, il y a automatiquement un vainqueur à l'arrivée. Et le suspense est assez long puisqu'il y a 7 combattants, il y a du suspense, il y a de l'ambiance. Et vous le constaterez, j'espère, après-demain. On va parler de l'équipe de Monaco, du judo club de Monaco qui sera présente. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Quels vont être les judokas? Là, nous, on est un peu en difficulté au judo club de Monaco. La raison, elle est qu'on a pas mal de blessés. J'en ai 3 qui doivent faire les Jeux Bizeta et 3 monégasques, de nationalité monégasque. Et donc j'ai Cédric Bessy qui sort d'une blessure mais qui n'est pas prêt à faire un tournoi de ce niveau, puisqu'il reprend actuellement. Il y a Yann Sicardi qui a eu un petit problème méniscal. On a dû l'opérer il y a 10 jours. Et j'ai aussi Nicolas Grenda, qui vit en Espagne, qui fait ses études en Espagne, mais qui s'entraîne, qui a été arrêté 1 mois et demi et qui reprend. Donc on a un handicap, on a 3 de nos leaders qui ne sont pas là. Maintenant, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a en moins de 66 kilos, on a un petit junior qui s'entraîne sur le pôle espoir à Nice, qui s'appelle Escario, Benjamin Escario. On a aussi un ancien qui nous dépanne en moins de 81 kilos. C'est Bastien Maillet, qui a fait les championnats du monde vétéran. Et on a aussi notre lourd qui est en première division, donc François Laudrin, notre carcasse, c'est 2m03, 125 kg. Donc on est quand même représenté par le club. On a renforcé l'équipe avec des gens de la région parce qu'on était coincés. Et ça fait partie des règles. Le règlement permet, on doit avoir une majorité des gens du club, 4 sur les 7. Et on peut compléter avec 3 extérieurs. Parce que c'est pas vraiment évident d'avoir un gars performant, et surtout en fin de saison, en fin d'année civile, un gars performant, pas blessé, il y a toujours des petits bobos. Donc le règlement, c'est qu'il faut une majorité de gens du club ou de la délégation représentée. Vous parlez tout à l'heure justement de Yann Sicardi, Cédric Bessy et Nicolas Grenda, les 3 monégasques qui représenteront la principauté lors des prochains Jeux des petits États d'Europe à Saint-Marin. On est déjà dans la préparation de cet événement-là, qui est l'un des plus importants de l'année. En temps réaliste, le tournoi de Monaco, on n'a pas le niveau pour pouvoir figurer sur un podium. Par contre, le Jeux Bizeta, c'est là où on doit faire le meilleur, quoi. On doit sortir nos garçons, les préparer pour ça. Donc pour nous, c'est les Jeux Bizeta avant tout. Réussir aux Jeux Bizeta. Et notre fierté, c'est d'avoir quand même 3 ou 4 monégasques dans la délégation sur une dizaine. Donc c'est des gens qui ont été formés au club, qui sont du club, et j'aimerais qu'ils soient tous sur le podium. On a parlé des garçons. Un mot des filles aussi, comment ça se passe? Est-ce que Sarah et Sophia, les sœurs Alag, sont là? Il y a les sœurs Alag, mais le judo féminin, c'est assez difficile. Déjà, c'est très difficile de les garder à Monaco, vous le savez, puisque les gens partent en faculté. Et donc, on aura les sœurs Alag, mais on n'a pas de nouvelles filles qui arrivent. Peut-être chez les petites, mais vous savez, le judo, nous, ils arrivent à 5 ans. Ils doivent rester jusqu'à 15 ans, 16 ans. Et à 16 ans, il y a le choix entre les études. Et je pense que les parents les forcent un peu à changer. C'est ce qui est un peu dommage, je pense, au Monaco. Il faut que les gens réalisent que le corps et l'esprit, ce ne sont pas deux choses qui sont antinomiques. Elles vont ensemble. On dit bien dans son corps, bien dans sa tête. Mais je dis, le corps et l'esprit ne s'opposent pas. Et ça, il faut vraiment le faire comprendre aux parents. Parce que jusqu'au baccalauréat, il n'y a aucun problème. On peut pratiquer le sport 4 fois par semaine et faire ses études. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est un petit message que j'envoie aux parents, j'en profite. Si vous deviez justement passer un message aux personnes qui voudraient venir voir ce tournoi-là dimanche, comment est-ce que vous pourriez les attirer, entre guillemets? Les attirer, leur dire, le judo, c'est un sport qui est quand même mondialement, qui est dans tous les pays. C'est un sport où il y a
où vous pouvez venir voir, il y a le respect de l'arbitre, le respect du partenaire. Parce qu'actuellement, malheureusement, avec les sports de combat, on assiste à une dérive, qui pour moi est une dérive dangereuse. Je veux dire, on parle des dérives des religions, mais il y a les dérives des sports de combat où la violence et le sang sont la finalité. Nous, en judo, ce n'est pas du tout ça. Nous, en judo, c'est la partie technique, c'est l'efficacité et c'est le respect de l'autre, de l'adversaire. Donc, je venais voir ce que c'est une compétition de judo. Il y a un sacré niveau. En France, on est 400 000 licenciés, au club, on est 300. C'est un sport qui est dur, comme tous les sports, quand on les pratique à haut niveau. Mais c'est un sport où d'abord, on apprend le respect. Et même au haut niveau, c'est le respect qui dicte la pratique. On va finir sur ça. Merci beaucoup Marcel d'avoir été avec nous. Et puis je vous propose tout de suite de regarder un petit coup d'œil sur vos prévisions météo pour ce week-end. Samedi, quelques nuages viendront s'immiscer devant le soleil. Dimanche, léger épisode nuageux et température supérieure au normal de saison avec une maximale de 16 degrés. Lundi et mardi, journée ensoleillée avec un temps doux. Changement pour les journées de mercredi et jeudi avec l'apparition de passages nuageux. Température toujours clémente avec 15 degrés l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images de la procession de la Fête Dieu. Tout de suite, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.